Émission spéciale ce soir, 8 mai 1945, 8 mai 2025, 80 ans se sont écoulés depuis les massacres de Sétif, Guelma et Kharata. Et depuis, rien n'a vraiment été fait pour panser cette plaie béante. Pas de regret, pas de reconnaissance. La France tourne le dos à son histoire coloniale en Algérie, comme elle ferme d'ailleurs les yeux sur le génocide à Gaza actuellement. Un déni total et un mépris continu envers un peuple qui n'oublie pas. 80 ans plus tard, et pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie en 62, les ambassadeurs des deux États ont été rappelés par leurs pays respectifs. Le signe d'une relation devenue toxique, impossible, car les douleurs et rancœurs d'une colonisation trop brutale d'un côté, la haine et les esprits rancuniers d'une colonie perdue de l'autre ont pris le pas sur des lendemains apaisés. Aujourd'hui, le ton nationaliste en France n'est plus de l'ordre de l'incartade politique, il est porté par des super médias qui font de l'invective, de l'exclusion de l'étranger, la panacée à tous les maux de la société française. Les choses seraient beaucoup plus simples, non, mais en tout cas moins risquées si Paris gageait sur la reconnaissance de ces crimes coloniaux. La porte, en tout cas, au discours suprémaciste serait définitivement fermée. On reçoit pour en parler des députés et représentants locaux français, des élus locaux français. Madame Sabrina Sebaïn, députée écologiste et sociale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Danielle Simonet, vous êtes également députée du groupe écologiste et social. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et puis Samir Slimani, maire adjoint dans Épinay-sous-Sénart, si je ne me trompe pas. Merci d'être avec nous. Merci également. Alors, vous êtes plusieurs députés, une trentaine, c'est bien ça, avoir choisi députés, sénateurs et élus locaux, avoir essentiellement de gauche d'ailleurs et du centre, avoir choisi donc de célébrer, de commémorer cette date du 8 mai 45 à Alger avec les Algériens. Pourquoi ce choix, Madame Sebaïn ? Alors, pourquoi ce choix? D'abord, ça fait, je crois, un peu plus d'un an qu'avec plusieurs collègues, on travaille sur cette date du 8 mai 45 et des massacres à Sétif, Guelma et Kharata, donc notamment avec ma collègue Danielle Simonet. On a lancé un groupe de travail, on a auditionné plusieurs historiens, des descendants de familles aussi, qu'on a pu entendre à l'Assemblée nationale nous raconter ce récit de ces massacres. Et donc, dans cet objectif, on s'était dit que pour ce 80e anniversaire, il serait maintenant temps de venir commémorer cette date de ce côté de la Méditerranée avec une délégation d'élus, effectivement, donc de plusieurs groupes politiques, y compris d'ailleurs, je crois, chez les élus locaux, même chez les Républicains, nous avons des élus qui sont là, donc c'est un spectre quand même politique assez large. C'est important, effectivement, qu'il n'y ait pas que la gauche. Monsieur Slimani. Alors effectivement, pour moi en tant qu'élu local, qui a l'habitude de célébrer le 8 mai 45 en France, ça a été une évidence pour ces 80 ans. Comme l'a dit Sabrina, il y a eu un travail de longue haleine fait depuis l'année dernière pour qu'on puisse effectivement venir et célébrer ces 80 ans. Alors quand je dis c'est une évidence, parce que en tant qu'élu français de la République française, mais aussi d'origine algérienne, il est important pour moi de faire en sorte que cette mémoire, elle continue. Et transmettre pour ne pas reproduire. Voilà, c'est le message que j'essaie de faire passer. Et donc voilà, donc la reconnaissance, effectivement, il faut qu'elle arrive. Il faut qu'elle arrive. Cette reconnaissance, c'est pas une culpabilité pour la France, loin de là, mais c'est se responsabiliser à un moment donné sur ce qui s'est passé. Se responsabiliser, aussi avoir une certaine... un rappel et un souvenir des victimes et de leurs familles. Donc voilà, et tout ça, ça englobe en fait les valeurs de la République, concrètement. Donc voilà, donc pour moi, c'est important d'être là pour ces 80 ans, et il y a un travail qui a été fait. Donc depuis l'année dernière essentiellement, mais pourquoi l'année dernière, Madame Simonet? Qu'est-ce qu'elle est? Alors en fait, il y a déjà une dizaine d'années, moi je me souviens en 2015, Sabrina Sebaïn et moi-même, dans nos communes respectives, on avait porté le débat sur cette nécessité de reconnaître les massacres de Sétif, Guelma et Kharata pour ce qu'ils ont été, c'est-à-dire des crimes d'État, avec une responsabilité de l'État français complète, puisque, pour rappeler les éléments, on se retrouve à la fête de la victoire contre le nazisme, avec sa promesse de liberté. Beaucoup d'Algériens se sont battus pour la libération, contre le nazisme, et
alors que les manifestations ont lieu à Sétif, Guelma et Kherrata, eh bien, il y a cette revendication, enfin, de l'indépendance, et vous avez cette répression terrifiante qui va s'abattre avec des situations différentes entre Sétif et Guelma. Par exemple, Sétif, vous avez l'armée qui bombarde, la police qui exécute. À Guelma, vous allez avoir des milices qui vont être armées et soutenues par la préfecture. Bon. Et finalement, c'est des événements qui sont très peu connus en France. Les Algériens vivent avec cette blessure très forte, avec parfois ce sujet qui peut être tabou dans certaines familles, parce que l'indignité s'ajoute à la souffrance de ce qu'ils ont subi. Mais chez les Français, pour la plupart, on n'est pas au courant. Oui. Et quand moi, on m'informe de tout cela, quand les associations me disent il faut mener cette bataille pour la reconnaissance, mais ça me semble une évidence. Au Conseil de Paris, j'obtiens l'unanimité, il y a 10 ans, sur un vœu interpellant le François Hollande pour qu'il reconnaisse ces crimes comme des crimes d'État. François Hollande ne va pas le faire. Il va néanmoins avoir un propos sur ces massacres, et d'ailleurs Emmanuel Macron a, dans son discours aujourd'hui sur le 8 mai 45, a eu un moment une phrase où il a cité les massacres, mais encore une fois, il ne les a pas caractérisés. Alors, c'est déjà une bonne chose qu'il les ait cités. Ça fait le deuxième président de la République française, après François Hollande, qui cite ces massacres. Parce que ce n'est pas mais tout de même une logique, une logique de petits pas qui finit par frustrer finalement bien sûr la partie notamment algérienne, évidemment. J'aime être optimiste et me dire que dans le contexte de tensions très fortes et de dégradation très forte des relations, avoir cité néanmoins ces massacres est un point d'appui pour la bataille que nous portons. Et donc, quand je me suis retrouvée députée avec Sabrina, on s'est dit voilà, maintenant que nous sommes députés, on doit reprendre cette bataille-là. Et notre groupe de travail, à travers les auditions des historiens, l'organisation d'un colloque à l'Assemblée nationale, nous avons également travaillé à une résolution, un projet de résolution pour justement porter non seulement cette reconnaissance en tant que crime d'État, mais aussi l'ouverture des archives complètes qui ne sont pas totales aujourd'hui, loin de là. Également le fait que dans toutes les communes de France, le 8 mai dorénavant, on puisse aussi avoir les mots sur ces crimes d'État, et puis qu'il y ait une transmission de cette mémoire. Et moi, je pense qu'on a tellement d'histoires mêlées, de liens entre nos deux peuples. Notre délégation, elle est là aussi pour réaffirmer cette fraternité qui doit passer par la reconnaissance de ces crimes d'État, par le respect des mémoires partagées en dignité. Parce que c'est quand vous regardez honnêtement le passé que, un, on ne reproduit pas, oui. Et deux, on peut construire quelque chose en termes de communauté. On se respecte, effectivement. Mais alors, est-ce que ça a un lien aujourd'hui, votre présence en Algérie, a un lien avec disons-le, le contexte de tension diplomatique, voire de crise diplomatique entre les deux pays? Est-ce que c'est une manière aussi d'interpeller peut-être les dirigeants français aussi pour renouer le dialogue avec les dirigeants algériens? Alors, il faut dire que ça a été rappelé, nous, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus. Moi, je sais que depuis que je suis députée en 2022, je me suis beaucoup intéressée aux questions mémorielles. D'ailleurs, on avait fait voter une résolution sur la reconnaissance et la condamnation des crimes du 17 octobre 1961, donc, qui avait eu lieu à Paris. Et depuis, on a continué à travailler. Donc, il y a eu une résolution sur la restitution des crânes. Il y a une proposition de loi que j'ai déposée sur la restitution des effets de l'émir Abdelkader. Donc, vous voyez, en fait, ces questions-là, en fait, elles nous traversent assez régulièrement. Et cette question de la colonisation et finalement de cette reconnaissance de ce qu'a été la colonisation, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir traiter, parce qu'on voit bien que quand on ne le traite pas, d'abord, à chaque fois qu'on aborde la question de la guerre d'Algérie, de la colonisation, une certaine partie de la classe politique nous parle de repentance. C'est-à-dire qu'ils sont même pas dans l'étape de la reconnaissance de ce qu'a été la colonisation, ils sont déjà dans... Vous n'allez pas nous demander de nous excuser toute notre vie. Oui, on va en reparler d'ailleurs de ce débat. C'est un débat sémantique. C'est un débat sémantique, mais plus que sémantique, je pense, pour certains quand même. Donc, on est vraiment dans quelque chose de plus profond, je pense, pour certains. Donc, on a du mal à avancer là-dessus, mais pourtant, ce travail, ça fait plus d'1 an qu'on le mène. Et donc, en réalité, la crise entre Paris et Alger vient compliquer les choses, puisqu'il y a 1 an de cela, on avait réussi à travailler la résolution sur le 17 octobre 61, on l'avait fait voter à l'Assemblée nationale. Je pense que si aujourd'hui on redéposait la résolution,
je ne suis pas certaine qu'on pourrait la faire voter. Donc bien sûr que la crise vient complexifier les choses, ne permet pas d'avancer sur le volet mémoriel, mais pourtant, vous voyez, vous avez une délégation de parlementaires, d'élus locaux, de tous bords politiques qui sont présents en Algérie pour dire qu'à un moment, eh bien, peut-être que du côté de l'Algérie, on entend beaucoup, une certaine partie de la classe politique parler de l'Algérie d'une manière qui peut froisser, qui peut blesser, mais on est là aussi pour rappeler que de l'autre côté de la Méditerranée, vous avez aussi des Français, des élus, qui sont des amis de l'Algérie et qui ont pour ambition de renouer ce dialogue, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'on le dit souvent, un Français sur 4 a un lien avec l'Algérie, quel qu'il soit. Ça fait des millions de personnes. Et aujourd'hui, ces millions de personnes, je peux vous assurer qu'elles nous disent, non, déjà, on n'en peut plus d'entendre parler de l'Algérie du matin au soir. Oui. Ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de vivre une vie apaisée et ils ont surtout envie que la relation diplomatique reprenne entre ces deux pays, car c'est extrêmement important pour eux. Alors justement, est-ce que votre venue a pu faire grincer des dents? On a vu que dans la presse française, on a tout de suite, pratiquement dans tous les médias, souligné justement que dans ce contexte de tension et de crise diplomatique, des élus, des députés, des sénateurs ont choisi donc de se rendre à Alger. Ça n'a pas forcément plu. Comment vous le percevez, ça? Alors, concrètement, en toute franchise avec vous, c'est vrai qu'au départ, on s'est peut-être posé certaines questions, mais moi de mon côté, je les ai vite balayées. Vous aviez certaines appréhensions? Peut-être certaines appréhensions, des regards, en se disant que comment on va être perçu. Après, bon, moi je suis pas encarté, comme on dit dans le terme. Mon maire, je l'en ai informé, Damien Alouche. Il a soutenu la démarche. Il a soutenu, voilà. Donc concrètement, cette crainte, elle n'existe pas. Et à un moment donné, comme disait Sabrina, on est quand même peut-être 6 millions, peut-être, de franco-algériens ou d'Algériens en France. Et cette démarche, elle n'est pas communautaire. On le voit avec Madame Simonet en face. Ce n'est pas une démarche communautaire juste de franco-algériens. Les 30 qui sont venus en Algérie, c'est un mix complet. C'est l'image de la France. Donc, concrètement, on n'a pas à rougir de cette démarche, et bien au contraire. Je pense vraiment qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les prises de parole négatives sur cette délégation. Moi, je peux vous dire que pour en avoir discuté plusieurs fois, y compris en France, côté Quai d'Orsay, ici, avec l'ambassade, il y avait une volonté. Et ça a été plutôt bien vu, le fait que cette délégation puisse avoir lieu, parce que ça permettait à la diplomatie parlementaire de s'exprimer. Oui. Côté Algérie aussi, d'ailleurs, ils nous ont donné des visas, ils nous ont invités à venir sur cette commémoration. Donc je crois qu'il faut... En fait, j'entends vraiment le fait qu'on entend beaucoup de choses, mais il y a une majorité silencieuse qui aujourd'hui n'est pas sur cette position-là et qui est plutôt pour l'apaisement des relations. Alors, oui, allez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un contexte d'extrême droitisation des élites. Mais des élites. Mais qui sont beaucoup plus présentes dans les médias et on a l'impression qu'il n'y a que... Pardonnez-moi, on a l'impression qu'il n'y a justement que cette opinion-là. Tout à fait. Mais voilà, le contexte à la fois international, vous avez Trump, Poutine, Orban, on sait qu'il y a une volonté d'offensive au niveau européen pour l'extrême droite de conquérir des victoires, et on sait que le Rassemblement national est aux portes du pouvoir, est en embuscade, et qu'il y a une certaine course de vitesse d'une bonne partie de la droite, et que les macronistes sont aussi sensibles à cela. Or, c'est une erreur terrible. Si l'extrême droite gagnait les élections dans un pays comme la France avec les institutions de la Ve République, il faut savoir qu'ils auraient un pouvoir exorbitant. Et comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite? Eh bien, on lutte contre l'extrême droite en étant droit sur ses valeurs, sur ses principes, sur la promesse d'idéal liberté, égalité, fraternité de la République française. Mais pour que cet idéal soit une cohérence, eh bien, il faut que la République, elle regarde aussi son passé. Et la lutte contre le racisme passe aussi par le fait d'avoir un regard lucide et dire les choses et nommer les choses, et notamment regarder son histoire et son passé historique. Et donc, cette question des crimes coloniaux est extrêmement importante dans la bataille contre les idées d'extrême droite. Est-ce qu'il est encore possible justement d'exprimer ce type d'opinion? Il y a un travail notamment dans les institutions françaises. Pardonnez-moi, je termine ma question. Excusez-moi. Notamment au sein de l'Assemblée nationale, où on voit, vous parliez justement de droitisation, l'extrême droitisation même, et même la droite, le centre est aussi concerné. Alors justement,
Est-ce qu'il est encore possible de défendre ces idéaux, ces valeurs? Bien sûr, il faut le faire. En France. Il faut le faire dans tous les endroits où c'est possible. Vous avez par exemple des très beaux films qui ont été réalisés sur le 8 mai 45, des documentaires, une fiction, je pense notamment à la fiction Héliopolis de Jafar. Eh bien, vous avez des structures d'éducation populaire, des MJC, des centres sociaux qui diffusent ces films. Vous avez des élus locaux qui organisent des débats, des soirées. C'est important par l'éducation populaire de transmettre eh bien, cet héritage et le regarder en face et en débattre et en discuter. Et c'est ce qui permet dans les quartiers justement de construire cette fraternité et de lutter contre le racisme. Et je pense que voilà, c'est le travail que nous faisons aussi en tant que parlementaires, c'est-à-dire c'est un travail à la fois à l'Assemblée nationale, dans l'Assemblée nationale de faire un colloque sur le 8 mai 45, c'était pour nous extrêmement important, mais c'est aussi le travail que nous faisons sur nos circonscriptions. Et vraiment, il y a, je pense, une déconnexion entre ce qui se passe dans nos quartiers, ce qui se passe chez les Françaises et chez les Français. Donc il y a une déformation au niveau des médias. Mais qui est un véritable danger, car quand vous avez des médias qui, 24 heures sur 24, distillent un discours, évidemment, le combat contre ces idées véhiculées est d'autant plus difficile, mais nous sommes déterminés à ne rien lâcher. Alors, je vous propose justement de revenir sur les débats à l'Assemblée nationale en France lors du vote d'une résolution donc, exigeant la libération immédiate de Boualem Sansal. David Guiraud y a fait un véritable slam politique. Je vous propose de l'écouter. Pendant que l'Algérie se prépare à commémorer les massacres du 8 mai 1945, perpétrés contre la population à Sétif, Guelma et Kharrata, le Rassemblement national tente encore une fois de noyer le poisson afin de détourner les regards sur cette tragédie historique dont les objectifs sont purement électoralistes. Loin de vouloir ouvrir une nouvelle page, ce parti d'extrême droite instrumentalise cette tragédie pour réaffirmer une vision coloniale de l'Algérie, entretenant ainsi l'idée d'une hiérarchie des nations où l'Algérie n'est jamais égale à la France, mais toujours son sujet. Une vision largement contestée par la gauche française. Le temps où l'Algérie était un département français, colonisé, maîtrisé, cadenassé par le ministère de l'Intérieur est terminé. Et que la colonisation est terminée et que nous refusons de nous inscrire dans les pas du Rassemblement national. Et si la situation politique avec l'Algérie est bloquée, c'est parce que des représentants français continuent de se comporter ici dans l'hémicycle en colons. C'est parce qu'à 2 jours du 8 mai, qui est une date pour nous heureuse, mais à 2 jours du 8 mai, qui est pour les Algériens le massacre de Sétif, de Guelma et de Kharrata, où la France a tué des dizaines de milliers de morts, des députés français continuent de se comporter en colons. En refusant de regarder son passé en face, une partie de la classe politique française perpétue des logiques d'un autre temps et une vision dépassée, celle d'une Algérie qui n'a pas à discuter, mais à obéir. Il ne s'agit pas de repentance, monsieur le ministre, mais simplement de respect et de reconnaissance. Sinon, iriez-vous dire à madame Gisèle Halimi ou à madame Simone de Beauvoir qu'elle faisait de la repentance lorsqu'elle s'inscrivait dans la mesure et dans le respect de l'Algérie, justement pour faire débloquer de nombreux dossiers. Quant au Rassemblement national, qui est en train de hurler sur ses bancs, quand je vous vois, je ne vois pas grand-chose d'autre que le visage d'Ahmed Moulay, torturé, tué en 1957, et dans la maison de qui on retrouvera le couteau d'un homme qui s'appelait Jean-Marie Le Pen. Et si aujourd'hui vous n'avez plus ce couteau, je les vois sur toutes vos langues. La France coloniale n'a jamais vraiment fait face à son passé. En refusant d'assumer son histoire et en niant ses responsabilités, elle cherche à prolonger une logique de domination, comme si l'Algérie indépendante devait encore se soumettre à la France d'hier. Sabrina Soubani, je vous demanderai une réaction sur, je le disais, c'est un véritable slam politique qu'a infligé donc David Guiraud à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit justement ? Oui, absolument, je suis d'accord. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion moi-même de dire dans le cadre de cette crise Paris-Alger que le ministère de l'Intérieur se comportait comme s'il y avait encore un gouverneur d'Alger actuellement. On voit bien d'ailleurs qu'il traite les affaires de l'Algérie comme si c'était encore des affaires de l'intérieur. Et ça posait un problème puisque normalement c'est le ministre des Affaires étrangères qui aurait dû s'exprimer sur l'Algérie. Or, on a eu pendant des semaines un ministre de l'Intérieur qui a occupé le débat et l'espace politique sur la question algérienne. C'est un vrai problème, c'est une vraie vision dépassée justement de cette relation avec l'Algérie.
et une difficulté pour certains, peut-être, oui, effectivement, à se rendre compte que c'est un État souverain, un État qui a eu son indépendance. Quand on voit d'ailleurs ce qu'il reproche à l'Algérie, moi j'étais assez surprise parce qu'il dit l'Algérie nous agresse. Quand ils font le choix de privilégier l'anglais sur le français, charge à nous de lui rappeler que l'Algérie est un État souverain et qu'ils ont le droit de choisir la langue dans laquelle ils veulent s'exprimer. Et vous voyez bien à quel point il y a une déformation de la vision qu'ils peuvent avoir sur l'Algérie. D'ailleurs, il n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres députés qui sont encore dans cette nostalgie de l'Algérie française. Vous savez, on avait un doyen du Rassemblement national qui avait fait un discours très nostalgique des terres qu'il avait dû quitter en Algérie, de l'OAS aussi, des descendants de l'OAS aussi qui siègent sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc toute cette histoire, je le disais tout à l'heure, elle vient percuter la vie politique française, pour certains avec un agenda politique qui est interne à la France, avec notamment Bruno Retailleau qui est en campagne pour la présidence des LR. Donc ils courent tous après un électorat qu'ils pensent, qu'en tapant sur l'Algérie, finalement, ils vont tenir. C'est un pari risqué tout de même. C'est un pari risqué. Au vu de la situation actuelle, notamment avec l'Algérie, au vu du nombre important donc des membres de la communauté algérienne et musulmane en général, puisque aujourd'hui toute la communauté musulmane est invectivée, se sent exclue, se sent menacée même. Alors c'est un pari risqué de Bruno Retailleau. Bien sûr, et on le fait, d'ailleurs on l'a dit à plusieurs reprises, Bruno Retailleau fracture la société française aujourd'hui. Il la fracture quand il met les communautés les unes en face des autres, quand il utilise les musulmans contre les juifs contre les catholiques, etc. Donc c'est un danger, bien évidemment. Il court après un électorat d'extrême droite qu'il pense acquis. Moi, je dis toujours que l'électeur préférera toujours l'original à la copie. Et s'ils doivent mettre un butin pour une politique d'extrême droite, ils iront voter directement Rassemblement national. Ils ne vont pas se fatiguer à aller voter Bruno Retailleau. Donc il fait une erreur de calcul politique. Et en faisant cela, il fait sombrer d'ailleurs le Parti des Républicains, qui était un parti traditionnellement gaulliste, qui n'a de gaulliste maintenant plus que le nom en réalité, puisqu'ils ont perdu les valeurs des fondements de la République. Et c'est bien ça dont il s'agit. Donc oui, c'est dangereux. Oui, ça fracture la société. C'est un pari perdant de mon point de vue pour lui, mais aussi pour la France. Et ça ne répond en rien d'ailleurs à la crise que lui-même a alimentée depuis des mois. Et on le voit bien d'ailleurs dans les relations, avec des envies du côté de la diplomatie de reprendre une relation apaisée et normale, et avec un ministre de l'Intérieur qui ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Enfin, vous avez tout de même Jean-Noël Barrot qui a parlé de situation complètement bloquée, qu'il impute aux dirigeants algériens. Ça, il s'est exprimé il y a 2 jours. Vous avez Xavier Driancourt qui dit qu'en gros, il ne faut pas donner plus d'importance ou, comment dire, maintenir le débat sur l'Algérie comme étant des débats internes à la France, ou comme si c'était ça concernait directement la France. Vous avez aussi la porte-parole du gouvernement qui dit qu'il y aura une riposte graduée à l'encontre de l'Algérie. Il y a tout de même un alignement aujourd'hui sur l'approche Retailleau en direction. Oui, qui est très dangereux. Parce que, je veux dire une chose, nos 2 destins sont liés. Et donc, le travail en commun de nos 2 pays est incontournable. Et donc, mais comment sortir de l'impasse actuelle ? De l'impasse actuelle. Mais écoutez, quand il y a ce type d'alignement sur des idées d'extrême droite, disons-le. C'est bien pour ça qu'aussi notre déplacement, qui était par ailleurs prévu, puisqu'on le projetait déjà il y a un an, était d'autant plus nécessaire. Oui. Parce que je crois qu'une diplomatie parlementaire est utile pour continuer à créer un lien. Et lorsque nous quitterons votre plateau, nous irons retrouver des parlementaires algériens. Et je pense que c'est important que les élus aussi fassent ce travail-là. Mais à qui tout cela va profiter ? Comme le disait Sabrina Sebahi, l'électorat va préférer l'original à la copie. Et donc on a une menace de prise du pouvoir possible par l'extrême droite en France. Et je le redis, il y a une nécessité absolue d'y avoir une unité de toute la gauche. On a en France réussi à faire le nouveau Front populaire après la dissolution de l'Assemblée nationale provoquée par Emmanuel Macron. Et on a réussi à empêcher le Rassemblement national d'être majoritaire à l'Assemblée nationale. Demain, nous devons absolument avoir des candidatures unitaires de toute la gauche et des écologistes à la présidentielle et aux législatives, et faire en sorte que les élections municipales aussi permettent de garder le maximum de mairies à gauche et d'en gagner. Cette question de l'unité est fondamentale, parce que c'est bien d'avoir des beaux discours à l'Assemblée, de défendre les valeurs et de défendre les principes, mais si on estime que la menace de l'extrême droite est aussi forte, il faut alors assumer ce débat stratégique aussi en France, parce que celles et ceux qui vont le payer le plus cher, si l'extrême droite
prend le pouvoir en France, c'est justement toutes celles et ceux qui ont un lien avec l'immigration, parce qu'elles seront les premières cibles d'un gouvernement d'extrême droite. En fait, entendre aujourd'hui ces discours de non-reconnaissance, on essaie de diviser la société française sur cette question de reconnaissance des massacres du 8 mai 45 et de manière globale de la colonisation. Des crimes coloniaux. Voilà, des crimes coloniaux de manière globale. Alors que reconnaître les faits, c'est pas diviser, c'est au contraire. Comme disait notre sénateur Hakim Elouli, on déchire pas la page, on réécrit une nouvelle page. Et nous, au niveau des élus locaux, on s'appuie énormément sur des associations pour pouvoir faire de la pédagogie au niveau des jeunes, dans le devoir de mémoire, parce que c'est important. Là, en venant ici, un chef de cabinet me disait, mais il s'est passé quoi à Sétif, à Guelma, à Khalata, le 8 mai 45 ? Justement, cette méconnaissance des faits coloniaux... Par les Français aujourd'hui. Par les Français. C'est la principale problématique. Alors, nous, au niveau local, comme je vous dis, on s'appuie sur des associations. Typiquement, l'Union des Algériens, par exemple, qui fait un travail de mémoire formidable. Le Cercle Imam Abdelkader aussi, qui nous a invités. L'amitié franco-algérienne, dont j'en fais partie, où on essaye de faire passer ces messages de pédagogie au niveau des Français, mais pas que. Après, derrière... pour parler de l'extrémisation de la France, il faut qu'il y ait... élites, plus que du peuple. Voilà. Alors, à un moment donné, c'est que moi, le discours que je sors aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas aboyer de l'extérieur. Il faut qu'on s'implique. Impliquer la jeunesse au maximum. Moi, dans les quartiers où je vis, dans la ville où je vis, j'insiste sur le fait que les jeunes se politisent. À un moment donné, la politique, c'est pas quelque chose de sale. Donc, il faut qu'on puisse, à un moment donné, prendre sa responsabilité, s'impliquer dans la société. Et il n'y a que comme ça qu'on fera changer les choses. Des jeunes français, franco-algériens, de tous bords. De tous bords. De tous bords. Alors, justement, pourquoi l'extrême droite, la droite aujourd'hui aussi, bloque cette reconnaissance des crimes coloniaux avec tant d'acharnement ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il faut être assez réaliste. D'abord, l'Algérie était une colonie à part. C'était une colonie de peuplement. C'était très différent des protectorats. Donc il y a une relation très particulière à l'Algérie. Vous aviez 1 million de colons qui étaient installés en Algérie, qui ont dû quitter l'Algérie et qui ont eu le sentiment d'un déchirement. Ils ont laissé leur terre, leur histoire, ce qu'ils considéraient en tout cas comme ces leur mêmes terre et leur élites histoire. reprochent à l'Algérie de ne pas avoir fait le deuil d'un passé justement. Mais parce que c'est colonisation eux-mêmes qui n'ont pas fait le deuil. Voilà, c'est eux-mêmes qui n'ont pas fait ce deuil. Oui. C'est bien toute la particularité. C'est pour ça que je disais que c'est un problème français d'abord, cette question de la reconnaissance de ce qu'a été la colonisation. Si vous voulez, c'est plus facile pour la France d'avancer sur ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale parce qu'il y a un récit national de la résistance française. Oui. Donc c'est plus facile à absorber. La France à un moment a été un allié du nazisme, mais avait toute une part de son histoire qui était la résistance justement au nazisme, qui a permis la libération de la France, avec d'ailleurs des tirailleurs et des soldats qui venaient des colonies. L'histoire d'Algérie, c'est moins glorieux. Bien évidemment, donc c'est plus difficile de regarder son histoire en face. Mais nous, ce qu'on n'arrête pas de leur dire, c'est que l'histoire de la France et la grandeur de la France fait qu'elle est en capacité d'absorber ces belles pages d'histoire comme les plus sombres. Et la question de la colonisation est une page sombre de l'histoire. Et qu'il faudra qu'ils avancent à un moment ou à un autre, parce que eux, s'ils n'avancent pas, en tout cas, les pays de l'autre côté de la Méditerranée, eux, sont en train d'avancer sur cette histoire de la colonisation. Je sais qu'un texte a été voté sur la criminalisation de la colonisation en Algérie, mais pas que. Je sais que d'autres pays y réfléchissent. Il y a des relations qui sont extrêmement difficiles aujourd'hui avec le Sénégal, avec le Tchad, avec d'autres pays aussi. Donc on voit bien que cette question, elle est cruciale pour la France. Si elle veut continuer aussi à faire du bilatéral ou du multilatéral avec, y compris ses anciennes colonies, eh bien il va falloir qu'elle commence à les traiter sur un pied d'égalité. Et on a eu l'occasion d'entendre d'ailleurs Benjamin Stora en audition, qui lui-même nous a dit le travail mémoriel n'a même pas débuté. Il n'a même pas débuté en France. Donc vous voyez, on en est très très loin. Donc on est dans le déni en France, c'est bien ça. On est dans un avec des archives enfermées à vie. Mais il suffit de voir la réaction qu'il y a eu sur les propos de Jean-Michel Apathy. Oui. Ça a été terrible en France parce que, en fait, la comparaison n'était pas juste en réalité. Mais
ça est projeté les Français dans quelque chose qu'ils ne s'imaginaient même pas. C'est pas juste, il a dit très exactement que les nazis s'étaient inspirés des méthodes coloniales de l'armée. Il a cité un exemple qui est arrivé beaucoup plus tard dans l'histoire, donc forcément, mais ça a renvoyé à des choses extrêmement violentes pour des Français et qui ne connaissent pas cette histoire. Qui ne connaissent pas, justement. Absolument, et c'est bien là le problème. C'est pour ça que quand on entend la commission mixte des historiens qui nous dit qu'ils travaillent sur la conquête coloniale, là aussi, c'est intéressant de regarder ce qui s'est passé. On parle souvent de la guerre d'indépendance, on parle très peu de la conquête coloniale qui a été extrêmement violente et sanglante. Oui. Mais vous savez, à l'école en France, on apprend très peu de choses sur la colonisation. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, on me dit qu'il faut choisir entre la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. C'est pas les deux. On choisit entre les deux. Le 8 mai 45, pourtant, moi, mes parents sont originaires de Sétif. J'ai découvert cette date extrêmement tard. Je ne connaissais pas cette partie de l'histoire. Donc, vous avez toute une partie de la société française qui découvre ce qu'est le 8 mai 45 et ce qu'il a été, en tout cas, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, il y a un travail très important à faire et effectivement pour l'instant on a toute une partie de la classe politique qui est dans un déni qui ne permet pas d'avancer, mais vous voyez, moi j'étais très heureuse d'entendre des personnes et de m'envoyer des messages là, pour me dire mais qu'est-ce qui s'est passé à Sétif, exactement la même remarque, qui découvrait ces événements. Donc ça veut dire que c'est en train de traverser le mur du son. Et c'est une très bonne chose. Et surtout, si notamment l'histoire coloniale pendant la période des résistances, c'est-à-dire bien avant la guerre de libération en Algérie, il y a ces grands généraux français de l'armée française, l'armée coloniale, qu'il faudrait donc, dont il faudra enlever le prestige historique que leur reconnaît la France. Et ça, oui, alors il y a tout un débat sur est-ce qu'il faut renommer les places, est-ce qu'il faut... Alors, oui. Je pense que c'est important d'avoir ce débat-là. Il peut y avoir plusieurs options. On renomme les places, on enlève les statues, ou bien on a des panneaux qui réexpliquent ce que c'était. Ce qui est important, c'est d'assumer ce que l'on veut transmettre et comment on veut le transmettre. Moi, ce que je trouverais très important, c'est qu'il y ait, par exemple, un musée de l'histoire coloniale. C'est une revendication d'ailleurs portée par des associations comme le MRAP. Ce serait important pour que vraiment on puisse dans un musée se rendre compte des crimes contre l'humanité que peuvent constituer cette politique coloniale qu'a portée la France pendant tant d'années et tous les massacres et tout le racisme adossé. Parce que le colonialisme s'adosse toujours à un racisme, à un rapport de domination, d'expropriation complet. Donc c'est important de transmettre cela. Mais encore une fois, vous demandiez tout à l'heure pourquoi est-ce que l'extrême droite est dans le déni. Je pense qu'elle est plus que dans le déni. Ça fait partie de l'identité de l'extrême droite au contraire, glorifier la colonisation. Et ça fait partie de l'ADN de l'extrême droite de vouloir distiller un racisme et donc des rapports de domination et de diviser le peuple pour que, au final, rien ne change sur la question sociale. Au final, rien ne change sur une poignée qui maîtrise le pouvoir de l'argent contre le reste. Et donc, c'est encourager le peuple français, non pas à exiger plus de justice sociale et à changer et à rompre avec les politiques libérales, mais au contraire à s'enferrer dans des racismes et des oppositions entre eux. Vous savez, le racisme est toujours là pour détruire les consciences de classe et les consciences républicaines. Et c'est ça l'ADN de l'extrême droite. Et on peut d'ailleurs le constater aujourd'hui avec la France qui ne reconnaît pas le génocide à Gaza. On va en parler juste avant. Je vous propose très vite de regarder ou d'écouter Florence Baugé, journaliste française, celle qui avait d'ailleurs révélé les crimes de viol commis notamment contre la Moudjahida Louisette Iril-Lahriz. Elle a été interviewée par notre consoeur Rafa Belhouchet. Elle y décrypte d'ailleurs dans cette interview pour nous les raisons des tensions actuelles entre Alger et Paris. Celle entre Paris et Alger a du bon, c'est qu'elle met sur le tapis toute la colonisation et le colonialisme. Et pas simplement ce sur quoi moi j'ai travaillé dans les années 2000, c'est-à-dire la guerre d'indépendance. Donc c'est un nouveau choc en France. C'est d'avoir à entendre et à comprendre et à admettre qu'il n'y a pas eu que des bavures, que le système avait commencé en 1830 et qu'il faudrait peut-être qu'un jour on présente nos excuses. Je pense que, si vous voulez, il y a 20 ans, en l'an 2000, les Algériens, mes témoins algériens, ceux qui avaient vraiment le plus souffert, c'est-à-dire qui avaient subi pas simplement des tortures, mais qui avaient subi des humiliations. C'est les humiliations qu'on n'oublie pas. Ils ne voulaient qu'une chose, c'était une reconnaissance de la part de la France de ce qu'elle avait fait.
il n'était pas question à l'époque ni d'excuses, ni d'indemnisation financière. J'ai jamais vu aucun Algérien me parler de ça. Et il était encore moins question d'une repentance comme l'a inventé la droite et l'extrême droite. Oui, c'est une invention. Sous Sarkozy, pour en faire un épouvantail. Le mot repentance a une signification insupportable parce que c'est comme une flagellation, ça a une connotation religieuse. Et c'est fait à dessein pour empêcher les Français de pouvoir reconnaître, puisqu'on leur demande soi-disant une repentance, que les Algériens n'ont jamais demandé. Je pense qu'aujourd'hui, pour reprendre ce que je vous disais, en 2000, ils demandaient la reconnaissance et je pense qu'aujourd'hui, ils auraient besoin d'excuses. Et je ne suis pas sûre que la politique des petits pas initiée par Emmanuel Macron soit suffisante aujourd'hui. Au fur et à mesure que les non-dits s'accumulent et les rancœurs aussi, la demande devient plus importante. Je pense qu'il faut... Sabrina Sevali, une réaction, justement Florence Bauger parle de cette frustration grandissante du côté algérien parce que des pas significatifs ne sont pas entrepris jusqu'à nos jours pour reconnaître sérieusement et de manière claire les crimes coloniaux, ce qui empêche d'ailleurs nos deux pays, l'Algérie et la France, d'avoir des relations saines et apaisées. Oui, bah écoutez, moi je suis d'accord aussi, hein, pour le coup. Je crois que la notion de repentance qui a été introduite, c'est vraiment le fait de justement de ne pas aller vers cette reconnaissance pleine et entière de ce qu'a été la colonisation, de pouvoir avancer là-dessus. Je crois que c'est cela qui crée aussi des tensions, qui crée de la frustration, comme ça a été dit, parce que on voit bien qu'on s'en éloigne. Et alors qu'il suffirait finalement d'avoir une reconnaissance. Vous savez, moi j'ai beaucoup regardé ce qu'a fait la Belgique, notamment sur la question de la colonisation. Ils ont fait une commission pendant 2 ans. Ils ont réuni des parlementaires, ils ont travaillé pendant 2 ans. Ils ont sorti 1000 pages sur la question de la colonisation. Et effectivement, ils ont fait un musée de l'histoire coloniale. Ça a permis de solder en quelque sorte les choses et de pouvoir repartir sur une ligne de départ qui est la même. Et donc sur un pied d'égalité d'avoir 2 États. Ça n'est pas possible qui discutent. Bien, en tout cas, il faut y travailler. Il faut absolument faire en sorte que ça arrive. Pour le moment, c'est compliqué. On ne va pas se raconter d'histoire. Dans le climat politique actuel, dans les débats que nous avons aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Il suffit de dire, aujourd'hui, sur un plateau, vous parlez de l'Algérie, mais c'est tellement passionnel, c'est électrique. Entre ceux qui aiment sincèrement l'Algérie, ceux qui aiment de l'autre côté, d'une autre manière, une Algérie dont ils ont une nostalgie aussi de leur côté, en fait, ça crée une conflictualisation permanente sur la question algérienne qui rend les choses extrêmement difficiles pour le moment. Et je pense, moi en tout cas, mon espoir à moi, c'est de dire qu'il arrivera un moment où ceux qui ont encore la nostalgie de l'Algérie française, ou ceux qui ont connu la guerre d'indépendance ne seront plus là. C'est une question de génération. Vous voyez, moi, on est sur des générations où on n'a pas connu tout ça en réalité. Oui. Donc on regarde finalement cette histoire d'une manière très dépassionnée, d'un regard extérieur qui nous permet peut-être d'être plus objectif aussi dans la manière dont on voit les choses et qui nous permet d'avancer en disant, en fait, c'est normal. Ce qui est demandé aujourd'hui, c'est logique. Il y a des crimes qui ont été commis, la logique voudrait que ça soit reconnu et qu'on avance. Mais la logique de la haine, elle est aussi nourrie. Pour certains, oui. Elle est transmise aussi. Pour certains, oui. Mais pas là où on le pense, en tout cas, pas là où le pensent certains dans la classe politique française. Oui. Parce qu'on a souvent tendance à dire, oui, aujourd'hui, on a des binationaux qui sont élevés dans la haine, etc. C'est pas vrai. Non, il n'y a même pas de transmission d'histoire. Ce sont plutôt les descendants de l'OAS. Alors, je voudrais, avec Madame Simonet, revenir sur un fait précis, un événement précis. Bruno Retailleau a décidé de dissoudre Urgence Palestine, un collectif connu pour son soutien aux Palestiniens. C'est même un porte-voix des Palestiniens exilés en France et ailleurs. C'est une prise de position là par c'est très grave. Cet acte. Justement, c'est très grave, mais cela nous renseigne aussi sur cette France qui ne reconnaît pas son passé colonial et qui appuie et soutient aujourd'hui des crimes coloniaux, un génocide reconnu par presque l'ensemble des institutions juridiques internationales. Justement, qu'est-ce que ça nous dit sur la France d'aujourd'hui? D'abord, ça nous dit qu'il y a une remise en cause des libertés, parce que vouloir dissoudre Urgence Palestine est une remise en cause des libertés fondamentales, première chose, donc ça c'est extrêmement grave. Deuxièmement, c'est un déni complet de l'urgence totale à Gaza. On préférait entendre le gouvernement enfin reconnaître l'État de Palestine. Oui.
on préférerait reconnaître la France comme elle l'a pu l'être auparavant, défendre le droit international, la nécessité qu'il y ait 2 États, la nécessité que cesse le massacre, que les ONG puissent amener toutes les aides d'urgence, parce qu'aujourd'hui, en plus des morts des bombes, on a les morts de famine, enfin une situation mais qui est catastrophique. Je n'arrive même pas à trouver les mots qui sont à la hauteur de l'horreur subie. L'urgence de la France, ce serait de jouer son rôle sur la scène internationale pour qu'enfin les massacres s'arrêtent et qu'on vienne en aide aux populations et que la question politique enfin soit posée de la reconnaissance des 2 États. Et c'est terrible parce que, vous voyez, il y a 10 ans, quand j'étais en Conseil de Paris, je vous parlais que j'avais présenté un vœu sur la question de la reconnaissance des crimes d'État de Sétif Guelma et Kherrata. J'avais aussi, à la même époque, présenté un vœu pour la reconnaissance du droit international et la reconnaissance de l'État de Palestine. Ces 2 vœux avaient été adoptés à l'unanimité. Alors, ils n'ont pas eu d'effet. Ouais. Je veux dire, c'est des vœux certes de la capitale, mais enfin d'un conseil municipal. Bon, est-ce qu'ils seraient adoptés aujourd'hui encore à l'unanimité? C'est-à-dire, est-ce qu'y compris la droite voterait? Je n'en suis pas sûre. Et pourtant, malgré cette régression dans la classe politique, il faut continuer cette bataille. Et c'est extrêmement grave qu'il y ait cette décision de dissolution d'urgence Palestine, parce que je vous le dis, voilà, c'est à la fois une remise en cause de nos libertés, et c'est à la fois un déni complet de ce que doit être notre urgence là-bas. Et un soutien clair pour rebondir à l'entité sioniste. Tout à l'heure, un dernier mot sur Urgence Palestine. Nous, au niveau local, effectivement, on s'appuie beaucoup sur des associations. Et dissoudre de telles associations, ce type d'association fait que la transmission, elle va être coupée. Ne se fait pas. Donc voilà, elle ne se fera pas. Et alors, mon dernier mot, si vous me dites un dernier mot. Oui, allez-y. Alors moi, je tenais... Sur cette question Non, de manière globale. Ouais. Alors, je tenais à remercier Madame Simonet, Madame la députée, parce que, sincèrement, c'est un vrai courage politique de venir ici, avec nous, en Algérie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas du tout du communautarisme qu'on est en train de faire en se disant... Certains ont voulu nous pointer du doigt en disant c'est que des franco-algériens qui vont. Voilà. Féliciter Madame Sebani pour tout le travail qu'elle a fait. La reconnaissance du 17 octobre 1961, ça va être un travail de longue haleine. Et sincèrement, bravo, bravo et bravo, parce que avec toutes les attaques qu'elle peut avoir au quotidien en ce moment, nous, on est de tout cœur avec vous. Merci à vous tous, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans les combats que vous menez. Et je remercie donc Madame Sabrina Sebahi, députée écologiste et sociale, Madame Danielle Simonet, également députée écologiste et sociale, et Monsieur Samir Slimani, maire adjoint dans Épinay-sous-Sénart. Voilà. Merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.